bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va faire une petite conférence. Je voulais vous parler un petit peu de Miraculous, mais pas seulement, d'un petit peu tout en fait, de ce qui s'est passé, vous parler un petit peu de mon parcours, de ce qui s'est passé avant Miraculous, pour comprendre comment ça m'a amené à faire Miraculous, et puis vous parler un petit peu aussi de l'après Miraculous, parce que ça peut être intéressant aussi. On a j'espère qu'on va réussir à vous montrer des visuels, on a des petits problèmes techniques, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Puis une fois que je vous aurai parlé de ça, je ne vais pas vous prendre la tête trop longtemps avec ça. Ensuite on enchaînera avec vous pourrez venir me poser des questions et tout ça. Alors, pour commencer, voilà, moi j'ai fait les Gobelins depuis. On va commencer depuis le début, c'est-à-dire depuis que je suis tout petit comme ça. Moi j'ai toujours dessiné en fait, quand je regardais des dessins animés à la télévision, quand je lisais des bandes dessinées. Mon père était un passionné de bandes dessinées, il avait des milliers d'albums à la maison. Donc je passais mon temps dans les bandes dessinées et puis à regarder des dessins animés. Et donc depuis tout petit, j'ai pris l'habitude de dessiner des aventures, des héros que j'aimais bien. Et à un moment, on s'est posé la question de savoir si j'allais en faire mon métier ou pas. Et c'est là où j'ai découvert qu'il existait une école de dessin animé en France qui s'appelle Les Gobelins. Je ne savais pas du tout que ça existait. À l'époque, c'était très rare les formations sur cette industrie, etc. J'ai été accepté et donc j'ai fait mes études au Gobelin de 93 à 95. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, ça peut vous paraître l'époque des dinosaures, hein. À cette époque-là, 93-95, on n'avait pas internet, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas il n'y avait pas de manga, il n'y avait pas de tout ça. On allait pour accéder aux œuvres créées par les Japonais, il fallait aller dans les boutiques spécialisées où on trouvait des mangas en import non traduits. Et c'était des potes, des Gobelins qui étaient partis travailler au Japon, qui nous ramenaient des cassettes vidéo, des œuvres japonaises, pareil, non sous-titrées. Donc c'était vraiment une denrée très très rare. Donc, alors je ne parle même pas des conventions, ça n'existait pas encore. C'est une époque maintenant révolue, et c'est très bien, ça nous permet de nous rencontrer. Voilà. Et à partir de 95, je suis sorti des Gobelins, j'ai commencé à travailler dans l'animation, en gardant en tête que j'aimerais bien essayer de faire des choses qui correspondent un petit peu à ce que moi j'avais vu quand j'étais jeune, les comics de super-héros, les dessins animés japonais, tous ces trucs-là. Donc j'ai fait mes armes dans les studios pendant quelques années pour me former un petit peu à toutes les techniques. J'ai fait un petit peu tous les postes qui sont possibles sur la chaîne de fabrication. J'ai fait des designs, j'ai fait de l'animation, j'ai fait du layout. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le layout. Le layout, c'est l'étape qu'il y a juste après le storyboard. En fait, on récupère le storyboard et en gros, on fait l'ébauche du plan définitif. On fait le décor à taille réelle. C'est ça qui sera mis en couleur et qui passera à la télévision. On fait les poses principales de l'animation, etc. etc. Donc j'ai fait tout ça jusqu'à temps de pouvoir commencer à faire du storyboard. Et là vraiment, j'ai commencé à... Je savais que j'avais trouvé ma voie, puisque c'est là où on peut commencer à raconter les histoires complètement de A à Z. Donc ça c'est passionnant parce qu'on vous donne un scénario, et puis là pendant 1 mois, 2 mois, vous êtes livré à vous-même et vous devez faire le storyboard, c'est-à-dire comme la BD du film de A à Z. Donc pendant 2 mois, vous êtes en immersion complète, en train de dessiner votre histoire, vous faites votre film pendant 2 mois. Et ça c'est vraiment passionnant, c'est très agréable. Bon, on a très peu de vie sociale du coup, mais c'est passionnant. Un tournant pour moi, le premier tournant pour moi, ça a été ce qui s'est passé aux alentours des années 2000. Je sais pas s'ils ont récupéré les slides.
Premier tournant pour moi, ça a été aux alentours des années 2000. Ce qui s'est passé, c'est qu'un ou deux ans avant, il y avait une petite annonce qui était passée, c'était Alain Chabat qui cherchait à faire qui voulait faire un dessin animé. Donc j'ai postulé à l'époque pour travailler avec lui, et ma candidature n'a pas été retenue, en fait. Mais quelques années plus tard, alors que j'étais en train de travailler sur le storyboard du film Bécassine, je ne sais pas si des gens ont vu le film Bécassine et le Trésor Viking, hein, donc j'ai fait une partie du storyboard dessus. J'étais en train de travailler sur ce film quand tout d'un coup je reçois un coup de téléphone. Allô? Oui, bonjour, c'est Alain Chabat, je cherche quelqu'un pour travailler sur mon prochain film. Très drôle, clac. Le mec me rappelle. Non, 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 je t'assure, c'est très sérieux, je cherche quelqu'un. Ah, d'accord. Excusez-moi, monsieur. Donc voilà, j'étais tout penaud. Et voilà, donc en fait, j'avais un style. Quand j'avais postulé quelques années auparavant, j'avais montré mon travail qui était dans un style plutôt réaliste, donc ça convenait pas du tout à ce qu'il cherchait. Mais plus tard, quand il a dû faire Astérix Mission Cléopâtre, là du coup il a cherché des gens qui avaient un style réaliste, et donc c'est pour ça qu'il a pensé à moi et qu'il m'a appelé. Donc je suis parti travailler sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Donc ça c'était vraiment une expérience très intéressante et très drôle. Et ensuite j'ai travaillé sur d'autres choses, pas du tout plus du tout dans le dessin animé. Pendant un temps j'ai plus fait de dessin animé, j'ai vraiment travaillé sur du live, c'est-à-dire avec des vrais comédiens, que ce soit sur Wasabi avec Jean Reno, ou j'ai même travaillé sur quelque chose qui s'appelle les Kitchen Bell avec Chantal Lobby. Voilà, c'était des trucs très 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 drôles. Et donc ça déjà c'est intéressant parce que ça m'a donné pas mal ça a donné pas mal de visibilité à mon travail, vu que le film a eu un gros succès. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de cette période, j'ai été rappelé par Stéphane Berry, avec qui j'avais travaillé auparavant. Et Stéphane commençait à travailler sur un projet qui s'appelle Totally Spies. Et donc il cherchait quelqu'un pour s'occuper des storyboards de Totally Spies et qui avait une petite fibre manga. On avait sympathisé auparavant sur une autre production, il savait que j'aimais bien ça et que... voilà. Donc j'ai dit, viens, on va commencer, on va travailler dessus, tu vas voir, c'est bon? Ah bah si tu peux envoyer le passer le vignette numéro 1, comme ça ce sera plus visuel. Non, toujours pas. Si, c'est bon. Ok, super. Donc voilà, et là on a commencé à travailler ensemble sur Totally Spies. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, ce qu'on a fait sur Totally Spies, c'était un ovni complet. C'est-à-dire que voilà, voilà, ça c'est ma timeline, je ne sais pas si c'est très lisible. Voilà, donc 2000-2002, Totally Spies. Donc ça c'était la volonté de ramener justement un petit peu des codes, de pouvoir utiliser les codes manga dans le dessin animé français. Et ça a été très compliqué au début parce qu'en fait quand on présentait ce qu'on faisait aux chaînes de télé, elles ne comprenaient pas ce qu'on faisait, elles disaient mais c'est quoi ces trucs, pourquoi le personnage là il a une goutte? Donc là, c'était quand on disait par exemple des décors zippés derrière pour simuler la vitesse, c'est pareil, ils n'avaient pas l'habitude, donc ils étaient choqués. Et donc à chaque fois, forcément, quand ils prennent peur, c'est un réflexe naturel, ils vont avoir tendance à dire non mais enlevez ça, quoi, c'est pas possible. Donc en fait on disait ok. Et puis je disais à Stéphane, mais non, c'est pas possible, on peut pas enlever ça. Si, t'inquiète pas, vas-y. Et donc j'enlevais le truc, et il me disait, mais par contre dans le prochain épisode, t'en mets 2 fois plus. Je fais ah d'accord. Et en fait, c'est comme ça. Plus ils nous demandaient d'en enlever, on les enlevait et on en rajoutait derrière jusqu'à temps qu'en fait, ils s'habituent et ils finissent par accepter le truc et comprendre à quoi ça servait. Et du coup, ça a plutôt bien marché et du coup, ça a ouvert la porte à plein d'autres projets en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait de mixer ce qu'on faisait en France avec des influences un petit peu manga,
tout d'un coup, c'était acceptable, c'était possible de faire des choses comme ça. Donc j'ai travaillé sur Totally Spies pendant 2 ans, j'ai fait les 2 premières saisons, sous la direction de Stéphane Berry. Et au bout de la 2e saison, je suis parti parce que tout simplement j'avais eu l'impression d'avoir raconté tout ce que j'avais à raconter avec cette série. Et ça a coïncidé avec un moment où j'ai fait la connaissance de Thomas Rohin, qui est présent ici aujourd'hui. À l'époque, il travaillait avec Savin et Stanislas sur un pilote qui s'appelait à l'époque Molly Star Racer et qui est devenu Auburn Star Racer. Et voilà, donc quand j'ai vu ce petit pilote, je me suis dit mais c'est incroyable, des Français qui font ça, c'est génial. Donc je suis allé les voir, ils travaillaient à l'époque dans l'appartement de Savin, c'était un tout petit truc. Donc je suis allé les voir pour leur dire bah les gars, si jamais vous avez besoin d'aide, j'adore ce que vous faites, n'hésitez pas, travaillons ensemble quoi. Voilà, donc on a travaillé ensemble sur un projet notamment qui n'a pas vu le jour, qui s'appelait Thomas & Co, qui était une petite sitcom en banlieue, mais ça devait être fait avec des fins, mais finalement ça n'a pas vu le jour. On a travaillé un petit peu ensemble aussi sur le storyboard du premier épisode de Molly, mais c'est pareil, le style que j'avais correspondait pas. Mais à l'époque, Thomas avait créé un autre projet qui au démarrage s'appelait Garage Kids et qui est devenu Kolyoko en fait. Donc Kolyoko, on m'a appelé pour faire le tout premier épisode en fait, pour lancer le style de mise en scène en fait. Donc j'ai travaillé sur un scénario écrit par Fred Lenoir. Fred Lenoir qui est un des scénaristes qui travaille avec nous sur Miraculous. Donc vous voyez, ça remonte à très loin, hein, de 2003 à 2018, on travaille toujours ensemble. Donc voilà, on a travaillé sur ce premier épisode qui était Teddy Godzilla. Je ne sais pas si ceux qui connaissent Kolyoko s'en rappellent. C'est le premier épisode avec cette espèce d'ours en peluche géant qui traverse la ville. Donc voilà, il a fallu c'est avec cet épisode-là qu'on a lancé le style de la série, c'est-à-dire un truc très statique en 2D pour les passages dans la vie réelle. Puis après quelque chose de très en mouvement pour la partie en 3D. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce qu'en fait, on peut retrouver cette mécanique sur Miraculous. En fait, la première partie est sitcom, très statique, des caméras fixes, et par contre, dès qu'on bascule dans l'action, ça devient très très rapide. Donc, vous voyez, il y a un style de mise en scène comme ça qu'on a trouvé et qui se perpétue, que j'essaye de perpétuer de série en série. Quoi d'autre? Donc voilà, j'ai travaillé sur 4 épisodes de Kolyoko. Puis après je suis parti parce que pareil, j'ai eu le sentiment d'avoir un peu fait le tour de ce que je pouvais raconter sur cette série. Mais il me semble qu'ils ont gardé jusqu'au bout tous les plans de transformation, de destruction de Xana, tout ça. Donc du coup j'en suis assez content, ça prouve que j'ai pas travaillé pour rien. Et ensuite j'ai commencé à travailler sur, j'ai appris qu'il y avait un autre projet qui se lançait qui était Witch, chez Disney. Alors, je sais pas si vous connaissez Witch. Moi j'ai découvert ça dans Mini Magazine. Voilà, je suis tombé sur un Mini Magazine une fois et j'ai eu cette BD là de Barbucci et Canepa et que j'ai trouvé fantastique. J'ai trouvé ça vraiment très très bien pour une fois que Disney essaie de faire un truc pas avec des animaux anthropomorphisés et tout, où ça parlait de vrais problèmes de la vie réelle avec le divorce des parents de Will, la mort de la grand-mère d'Eileen, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super, en plus le style était mignon comme tout, donc je me suis mis à acheter Mini Magazine tous les mois. Et donc je ne vous raconte pas la gueule du libraire qui me voyait arriver. Avec mon bonjour, j'en ai Mini Magazine. Mais bon, j'étais fan. Et donc j'ai appris que à Sip Animation, donc une boîte dans laquelle j'avais travaillé des années auparavant, ils étaient en train de faire l'adaptation en dessin animé de ce truc-là. Donc j'ai foncé sur l'occasion, j'y suis allé, j'ai dit non mais ça, je veux en faire partie, il n'y a pas moyen, je veux travailler sur cette série. Alors, le réalisateur était quelqu'un à l'époque, sur la première saison, était quelqu'un d'un peu compliqué, qui n'était pas vraiment fan de tout ce qui est Magical Girl et tout. Donc tout ce qui était mise en scène, il s'en foutait un peu quoi. Et moi ça me dérangeait parce que
Moi, c'est un projet que j'aimais beaucoup. Donc en fait, j'ai fait le forcing, et par exemple, je leur ai dit, mais c'est bizarre, là, dans la série, quand elles se transforment, il n'y a pas de plan récurrent, il n'y a pas de vrai plan de transformation, quand elles utilisent leur super pouvoir, il n'y a pas vraiment de logique dans ce qu'elles utilisent. Et Emily m'a répondu, ouais, bah, on s'en fout, c'est pas grave. Quand même. Donc en fait, en plus des storyboards que je faisais, j'ai commencé à préparer toute une documentation pour expliquer, selon moi, comment devaient marcher les super pouvoirs, etc. Donc par exemple, j'ai expliqué que Irma, par exemple, dont le père est policier, qui a les pouvoirs de l'eau, j'ai dit que bah, ça serait sympa que, par exemple, quand elle utilise ses pouvoirs sur la flotte, qu'elle fasse des trucs comme ça. Comme son papa qui est policier, quoi. Par exemple, Cornelia, quand elle utilise son pouvoir sur la Terre, elle fasse toujours des grands gestes, voilà. Donc j'ai essayé de mettre en place toute une codification comme ça, et j'ai tapé aussi toutes les transformations, en fait. Toutes les transformations, à chaque fois que... parce que avant, c'était juste, sur les premiers épisodes, c'était juste un flash de lumière, et puis c'est tout, quoi. J'ai dit, bon, c'est dommage, donc voilà, j'ai animé j'ai fait les storyboards de toutes les transformations. Et c'est Fernando, le directeur artistique, qui ensuite a tapé les poses, fait l'anime, etc. Et pareil, ça en fait, c'est devenu quelque chose qui est resté dans la série. Ils ont gardé les transfos, et ils ont gardé la logique des super pouvoirs, etc., etc. Vous comprenez pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est parce que, voilà, encore une fois, c'est quelque chose dont je me suis servi après sur Miraculous. Donc j'ai travaillé sur toute la première saison de Witch, jusqu'à temps que toujours dans la même boîte, il y ait Atom qui se fasse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Atom, parce que c'est pas passé en France, c'est passé en Angleterre où ça a eu pas mal de succès. C'est une adaptation des jouets Action Man, en fait. C'était très intéressant parce qu'en fait, c'était vraiment une série... C'était que de l'action, des cascades, du kung-fu, enfin c'était vraiment Moi qui à l'époque regardais beaucoup de films hongkongais, c'était vraiment, je me suis éclaté mais comme un fou là-dessus. Et surtout, ça a été un terrain d'expérimentation, puisqu'avec... à cette occasion-là, j'ai cherché à recruter des storyboarders pour travailler avec moi sur la série. Et du coup, j'ai recruté plein de petits jeunes, parce qu'en fait, ils avaient un petit peu la fibre manga animé que les storyboarders d'alors, les plus vieux, n'avaient pas en fait. Et là, j'avais besoin de ça pour cette série, donc j'ai recruté plein de jeunes que j'ai aidé à travailler, à qui j'ai donné des petites astuces pour travailler avec moi. Donc on s'est éclaté pendant 2 saisons là-dessus. Et on a mis en place des techniques de fabrication au niveau du storyboard qui étaient un petit peu, pas révolutionnaires mais presque. C'est-à-dire qu'un storyboard, jusque-là, ça se faisait en 1200 vignettes à peu près. Je ne sais pas si vous voyez, bon, c'est comme une BD qui fait 1200 cases. Hein. Mais sur Atom, en fait, on a multiplié par 2 le nombre de cases, puisqu'en fait, on mettait l'animation directement dans les cases de storyboard. Ce qui ne se faisait jamais avant. Mais du coup, ça permettait, quand vous regardez, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, hein, j'ai une chaîne YouTube, enfin j'ai un compte où j'ai mis tous les animatiques de cette série, donc vous pouvez voir à quel point voilà, ça bouge bien, tout est chorégraphié, etc. etc. Donc ça permettait de très bien préparer les animations. À la suite de ça, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait cette méthode de travail a fait en sorte que la méthode d'animation, mon travail soit remarqué et qu'on propose de réaliser ma première série qui s'appelle Mikido, en fait, qui a été créée par Bertrand Gatignol, que vous pouvez voir là-haut, là, 2006-2008. Alors Mikido n'a pas eu du tout de succès parce que en fait, on a pris beaucoup de retard sur la production et donc en fait ça a été très mal diffusé. Ça devait passer sur France 3, ça a fini sur France O. Voilà. Mais c'était une série sur laquelle j'ai beaucoup aimé travailler, et pourquoi? Parce que déjà j'ai pu retravailler avec tous les gens avec qui je travaillais sur Atom, donc ça veut dire qu'on a commencé à fidéliser une petite équipe. Et le principe de la série était le suivant, c'est un monde où en fait tout le monde a des super pouvoirs dès la naissance, et en fait on suit les aventures de gamins dans une école qui ont tous un super pouvoir particulier. Donc tu as par exemple Cassandre qui est une gothique qui peut voir l'avenir, tu as Faustin le héros qui peut faire pousser les plantes, Kiku qui peut se transformer en n'importe quoi,
Et il y a notamment un personnage aussi qui s'appelle Rose, qui est une petite fille blonde qui s'habille tout le temps en rose et qui plus tard rêve de devenir coiffeuse de licorne. Voilà. Et qui est toujours très romantique et tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, quand il a fallu créer Miraculous, ça c'est des personnages que j'avais beaucoup aimés et que j'étais très frustré de ne pas pouvoir continuer à raconter leurs aventures. Donc en fait, il y a énormément de personnages de Miraculous qui sont inspirés des personnages qu'il y avait dans Mikido en fait. Et que donc par exemple, Rose dans Miraculous est une transposition de ce personnage de Mikido. Juleka, c'est pareil, c'était Cassandre. Enfin voilà, il y a plein de personnages qu'on peut retrouver comme ça et dont je me suis inspiré pour les caractères, mais sans les super pouvoirs naturellement. Du coup ensuite, j'ai travaillé sur... les gens qui travaillent avec moi sur Mikido, dont Winnie, qui était mon storyboarder avec moi à l'époque. Winnie est parti travailler sur Wakfu, et par cet intermédiaire m'a fait rencontrer Tot. Donc avec Tot, on a monté, et avec Winnie, on a monté... Enfin, voilà, on a monté une antenne parisienne de la société Ankama et on a travaillé sur 3 épisodes de Wakfu. Voilà. Et à la fin de cette époque... Alors oui, alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, Miraculous, je l'ai créé pendant Atom, en fait, vous voyez, 2004-2006. C'est pendant que je travaillais sur cette série que j'ai trouvé le personnage de Ladybug. Donc après Wakfu, donc c'était en 2010, c'est là où j'ai rencontré Jérémy Zag et je lui ai parlé de Ladybug, ça s'appelait Ladybug à l'époque. Et puis ça l'a beaucoup intéressé et on a commencé à travailler ensemble sur les développements de la série. Qui nous amène jusqu'à maintenant, en 2018. Et donc voilà, vous voyez qu'en fait, Miraculous, c'est créé pendant Atom, c'est tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire du Magical Girl mélangé avec du comics, mélangé avec des trucs d'action, mélangé avec des personnages sur lesquels j'avais travaillé avant, et ça bénéficie de toutes les techniques de fabrication que j'ai essayé de mettre en place sur toutes les précédentes séries. Donc en fait, tout mon parcours m'a préparé, en fait, je ne le savais pas alors, mais en fait, si j'avais pas travaillé sur toutes ces séries-là avant, où j'ai testé de nouvelles choses, j'aurais jamais pu faire Miraculous et ça ressemblerait pas à ce que vous connaissez aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu de tous ces trucs-là. Alors, un autre... donc ça, c'était pour l'avant Miraculous. Donc, ensuite, concernant Miraculous, en soi, là, je ne vais pas vous la faire longue, parce que ça, vous connaissez par cœur, certainement. Donc là, on est en train de fabriquer les saisons 2 et 3. Ça va sortir, ne vous inquiétez pas, ça arrive. On veut juste s'assurer que vraiment la qualité soit au rendez-vous, parce qu'on a des histoires exceptionnelles. Donc je pense que vous comprendrez, en voyant les épisodes, pourquoi on tient à ce que vraiment ce soit bien fait. On travaille aussi sur... vous allez voir que j'ai pas le droit d'en parler, mais vous allez voir que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de choses Miraculous qui vont sortir, vraiment des projets de très ambitieux. Et ça va vraiment être mortel. Vraiment, je suis très très content de ce qui se passe. Et Jérémy Zag fait un travail incroyable pour faire en sorte que cet univers grandisse et devienne vraiment un Marvel à la française. Mais je voudrais vous parler aussi maintenant de l'après Miraculous, parce que je ne travaille pas que sur Miraculous, enfin si, au quotidien je travaille que sur Miraculous, mais j'ai d'autres projets sur le côté que je fais avec des amis avec qui je travaille depuis Atom maintenant, puisqu'on se suit tous, on est une équipe soudée depuis des années. On a monté une structure qui s'appelle, vous voyez, c'est en 2015, on a monté une structure qui s'appelle Bayday. Pour vous les faire courte, Bayday, c'est une structure qui va regrouper tous les futurs projets que nous allons faire, que ce soit en animation, en bande dessinée ou en jeu vidéo. Et surtout, ce sera aussi une plateforme d'auto-édition numérique de bande dessinée.
Donc on espère, avec cette plateforme, que les auteurs de BD qui ne trouvent pas de débouchés dans le papier ou qui sont mécontents des conditions de travail qui leur sont offertes pourront venir sur cette plateforme et toucher directement leur public. On va lancer cette plateforme en septembre. Donc d'ici là, on va essayer de recruter des auteurs pour vous montrer un petit peu, pour tester la plateforme et voir ce que ça va voilà, essuyer les premiers plâtres. Et en septembre, on compte bien la lancer et on espère que vous serez nombreux à venir utiliser cette plateforme pour découvrir des nouveaux talents. Donc ça, c'est pour la partie bande dessinée. Et ensuite, là, je vais vous demander de mettre le slide 2. Voilà, on a aussi d'autres projets en dessin animé, et notamment celui-ci, qui s'appelle Roxy, et qui est un projet qui parle de musique. Et toujours pareil, avec des identités secrètes, et ça se passe à Londres, et donc c'est les histoires de cette jeune fille qui s'appelle Roxane, et qui, en fait, devient une espèce de pop artiste sous le nom de Roxy, mais il ne faut surtout pas que son identité secrète soit découverte. Donc ça, c'est le premier projet qu'on va faire. On est déjà bien avancé dessus. On espère que Disney va nous suivre là-dessus. Je vais vous demander de mettre le slide 3. Pour ceux les grands fans de Miraculous, sachez qu'en fait, voilà, donc ça c'est des recherches sur Roxy. Et donc celle qui nous fait les designs, c'est, je pense que vous la connaissez, c'est CJ en fait. Voilà. Donc là, voilà, musique, amour, rock'n'roll et beaucoup de transformations, de tenues de scène et de trucs comme ça. Voilà, ça c'est pareil, on espère arriver à un résultat très très vite. Voilà, il y a plein d'autres projets, mais ils ne sont pas encore assez bien avancés selon moi pour que je puisse vous en parler. Là, je commence à être assez satisfait de ce à quoi ça ressemble, donc c'est pour ça que je me permets de le partager avec vous. Voilà, voilà, voilà. On va revenir au slide 1, s'il vous plaît. Le 1, ouais. Et voilà, donc voilà, ça c'était un peu le parcours sur les 20 dernières années, et puis j'espère sur les 20 prochaines. Ah oui, quand même, une demi-heure. Je vous ai tenu la jambe une demi-heure. Quand même pas mal. Et ben écoutez, pour le reste, si vous avez des questions sur les projets passés, sur Miraculous ou sur les projets futurs, n'hésitez pas, je vous invite à venir au micro et poser toutes les questions que vous auriez envie pour lesquelles vous espérez des réponses. Alors soit on fait passer le micro, non, je crois qu'il va falloir venir se déplacer parce que le micro est pas mobile. Mais n'hésitez pas, hein, levez-vous, venez, mettez-vous là, faites la queue, je sais pas. Voilà, du moment que vous vous bousculez pas, il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir à peu près combien de temps ça mettait du début jusqu'à la fin pour créer un épisode. Ça prend environ 1 an. De l'écriture jusqu'à la livraison de l'épisode définitif, ça prend à peu près 1 an. Moins si on a bien travaillé, et beaucoup plus si l'épisode était difficile et qu'à un moment il y a eu des ratés dans les chaînes de fabrication, si à un moment on a raté un storyboard ou des trucs comme ça. Mais en moyenne, c'est à peu près 1 an. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir en fait si vous avez prévu un jour de faire finir Ladybug et Chat Noir ensemble. Je sais pas, vous verrez. Hein. Vous êtes sûr que vous voulez pas nous dire? Ah non, non. Merci quand même. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je me demandais si l'arrivée de nouveaux protagonistes pourrait créer des disputes entre Ladybug et Chat Noir? Pardon? Je me demandais si l'arrivée de nouveaux protagonistes, genre des méchants, des gentils, pourrait créer des disputes entre Chat Noir et Ladybug. Ah bah oui, c'est toujours possible, oui, bien sûr. Ah oui, c'est jamais que des humains après tout, donc tout peut arriver, oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous recrutez? Oui. Oui, tout à fait, oui. Après, faut être basé sur Paris, donc ça c'est sûr, mais on recrute toujours.
tous les niveaux, et particulièrement au storyboard. Donc voilà, si vous voulez postuler, n'hésitez pas. On fait passer un petit test qui est très rapide, juste pour juger un peu les niveaux, et puis voilà, donc n'hésite pas, laisse ton CV, envoie-nous un mail, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Merci. Bonjour. Vous acceptez le plan stage cet été? Oui, c'est toujours pareil, oui, il faut envoyer un CV et puis je transmettrai ça à qui de droit. Je vais juste aussi vous demander, j'ai demandé à Thomas Romain hier, mais vous n'avez pas forcément eu l'occasion de le répondre. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui veut se lancer dans l'animation? De se lancer dans l'animation, alors ça va vous paraître bizarre, mais en gros, de faire de la perspective. C'est bête à dire, hein, ça n'a absolument rien à voir avec l'animation, les personnages, le mouvement, tout ça, mais en fait c'est quelque chose que les gens ont, et qui est très peu étudié en fait, mais si vous ne maîtrisez pas la perspective, ça veut dire que vous allez être incapable de mettre votre personnage dans un décor. Et si vous n'êtes pas capable de mettre un personnage dans un décor, votre animation forcément ne sera pas bonne. Voilà. Et donc, généralement, les gens se focalisent uniquement sur les personnages, travaillent le design, l'anatomie, tout ça, mais en fait, si vous n'avez pas cette maîtrise de base de l'espace, c'est tout ce que vous pourrez faire. Vous pourrez être le plus talentueux du monde et avoir une sensibilité, tout ça. Si vous ne savez pas faire ça, vous ne pourrez absolument rien faire. C'est vraiment un élément bloquant. Donc, enfin, moi, personnellement, c'est la première chose que je regarde quand je reçois des tests de la part de gens, c'est si la personne est capable de maîtriser les notions de base de perspective, parce que sinon, je ne pourrais pas l'embaucher, ça va vraiment être trop problématique. Donc, c'est un détail vraiment idiot, mais c'est la base. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est sur l'importance de se constituer une bibliothèque mentale. Parce qu'au-delà au-delà de la technique de dessin, etc., ça vous allez aller à l'école, ou en travaillant vous-même, vous allez cultiver votre dessin naturellement et vous allez progresser, c'est pas la question. Donc ça, à la limite, j'ai même pas besoin de vous en parler. Mais c'est quelque chose que j'ai constaté en donnant des cours et en rencontrant des gens, c'est qu'en fait, la plupart des gens enfin, les gens ont tendance à avoir des bibliothèques mentales de plus en plus pauvres. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est vrai que quand par exemple je parle de cinéma avec des artistes, bien souvent je me rends compte que je cite des références que les gens n'ont jamais vues, mais ça peut être des films aussi basiques que, je sais pas, par exemple Les Aventuriers de l'Arche perdue. Je sais pas qui a vu Les Aventuriers de l'Arche perdue ici. Ah, quand même, ça fait plaisir. Mais voilà, il m'arrivait de tomber sur des étudiants qui connaissaient pas Les Aventures de l'Arche perdue, qui avaient jamais vu un film de Kurosawa par exemple, qui sont en fait des grands classiques. Et donc, si je peux pas citer des références quand je travaille avec quelqu'un, la discussion va être difficile parce qu'en fait on va pas savoir de quoi on parle. Donc c'est très compliqué. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que là la génération de maintenant passe plus de temps sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, Tumblr et tous ces trucs-là, ou joue plus aux jeux vidéo. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a une perte de connaissances, il y a un appauvrissement des bibliothèques mentales au niveau de tout ce qui est bande dessinée, film, cinéma, etc. etc. Or, je pense que c'est quelque chose de primordial à connaître, ces trucs-là, il faut en voir le plus possible. Pourquoi? Parce que quand vous allez travailler avec des gens, on travaille dans le cinéma et la série, tout ça, donc si vous ne savez pas ce que nos ancêtres ont fait là-dessus, ça va pas marcher, quoi. Donc moi je vous encourage à tous ceux qui veulent travailler dans le dessin animé ou tout ça, à regarder des films, des séries, et beaucoup, c'est-à-dire tous les jours, voilà, en plus de dessiner. C'est vraiment primordial. Et aussi parce que ça vous aidera à, quand vous travaillez sur un projet, que vous êtes bloqué à un moment, vous avez toujours un truc sur lequel vous raccrochez. Vous pourrez toujours vous dire, tiens, comment Miyazaki a fait ce truc-là, comment Spielberg a fait ça, et en fait vous savez toujours aller piocher
Pas pour copier, mais pour vous dire, ok, quelqu'un a déjà travaillé là-dessus avant moi, comment il a fait? Ah d'accord, ouais, on peut faire comme ça. Ah, ça me donne une idée. Donc ça, voilà, la perspective et la bibliothèque mentale. Je sais que ça n'a rien à voir avec le dessin, mais je pense que c'est indispensable. Voilà. Merci, désolé, j'ai été un peu long sur ce sujet. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir comment vous avez mis l'idée des Kwami dans Miraculous. Des Kwami. Ah, ça c'est une demande de Toei Animation en fait. À la base, il n'y avait pas de Kwami, il n'y avait que les bijoux magiques. Et en fait, c'est une demande de Toei Animation, puisqu'en fait, ils nous ont aidés en tant que consultants sur la conception du projet. Et ils nous ont dit, ouais, non, si vous voulez faire un truc de Magical Girl, il faut des bébêtes. S'il n'y a pas de bébêtes, ça ne marchera pas, ça ne sera pas Magical Girl. Je dis, mais moi, ça m'embêtait de mettre des bébêtes qui servent à rien, parce que dans la plupart des trucs de Magical Girl, je trouve que les bébêtes ne servent à rien en fait. Elles ne servent pas à faire avancer l'histoire. Je comprends, c'est vachement intéressant quand on vend des peluches, ça sert de mascotte et ça permet de faire des gags. Mais il faut quand même que ça serve à faire avancer l'histoire. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était un metteur en scène de théâtre, je me rappelle plus son nom, il disait si à un moment vous mettez un fusil sur la scène, il faut qu'il serve à l'histoire. Voilà. Donc pareil, si on met des bébêtes, il faut que la bébête serve l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai cherché un moyen d'inclure les bébêtes de manière indispensable à l'histoire et que sans elles, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée que les bébêtes, en fait, c'est elles qui font fonctionner les bijoux magiques. C'est comme ça que sont nés les Kwami, en fait. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si on verrait des personnages grandir comme aller au lycée ou ce genre de choses. Évoluer, oui. Maintenant, grandir physiquement, vieillir, ça va être difficile parce que ça voudrait dire refaire tous les personnages. En 3D, ça coûte super cher, donc ça, je pense. Non, il y aura des évolutions, effectivement, ils seront plus les mêmes qu'au début, je veux dire, psychologiquement, mais avoir des transformations physiques, non, ça me paraît difficile. Du coup, on restera sur le même temps, en fait, dans il faut pas voir cette série comme un truc trop réaliste, en fait. Je sais que beaucoup de gens cherchent à analyser cette série de manière hyper réaliste. Oui, mais c'est pas possible que si ça... C'est un conte de fées, Miraculous. C'est un conte de fées. En fait, c'est un gros conte de fées qu'on a mis un glaçage de super-héros autour. En fait. Donc en fait, il faut plutôt analyser cette série de manière symbolique. C'est pour ça que ça se passe toujours à Paris. Paris, c'est un petit peu, ça représente la France. D'ailleurs, on va pas partout, on reste à Paris. Aux États-Unis, quand il y a des films catastrophes, c'est le président des États-Unis qui est mis en danger. Bon, bah nous, c'est le maire de Paris. Tu vois. Donc mais ça remplit la même fonction, en fait. Donc c'est pour ça aussi que la série se passe dans une espèce de mois de mai perpétuel. Tu vois. On fait la Saint-Valentin avec Dark Cupidon, mais bon, bah ça se passe. Ils sont pas habillés pour l'hiver, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'en a pas besoin, en fait, pour raconter l'histoire de ce côté réaliste, en fait. C'est la symbolique des choses qui compte et ça n'en affecte pas la qualité de l'histoire. Voilà. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander si vous avez déjà lu des fanfictions sur Miraculous. Si j'ai lu des fanfictions? Non. D'accord. Et si vous aviez déjà entendu parler de l'anime Miraculous? Oui, on m'en a parlé, ouais. Mais je suis pas allé voir. D'accord. Non, je suis désolé, j'essaie de faire ça. Bah, il vous aime très fort, il vous passe un message. Bah, c'est gentil, merci à eux, merci beaucoup. Non, c'est vrai que les fanfictions, j'ai pas de... Je regarde beaucoup les fanarts et les trucs comme ça, parce que je trouve ça fantastique, et puis ça me prend pas beaucoup de temps, parce que comme j'ai beaucoup de travail, voilà, et puis lire des fanfictions, ce serait juste... ça me prend beaucoup trop de temps. Donc, non, ça c'est vraiment, j'ai pas mis le nez dedans. Merci. Bonjour. Ouais, merci. Je voulais vous demander si vous pensez faire beaucoup de saisons. Ouais, le plus possible. Je sais pas combien il y en aura, mais je sais que j'ai demandé aux producteurs et aux chaînes de télé d'essayer de faire en sorte qu'on en fasse au moins 6. Voilà. Donc, alors, tant que les gens regardent, tant qu'il y a du monde devant le poste de télévision, voilà, je pense qu'il y aura des saisons. Donc ça vraiment, ça dépend plus que de vous maintenant. Voilà. Merci. Bon, alors du coup, j'ai deux autres questions un peu plus sérieuses. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de tous les univers alternatifs qui ont été faits sur Miraculous?
Par exemple, là, je suis en cosplay de Miraculous, de Ladybug, mais en street dance, c'est une version qui est un peu plus hip-hop. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces univers alternatifs comme ça? Ah bah moi je trouve ça très bien, et puis surtout ça montre que déjà je suis toujours content quand quelque chose permet de développer l'imagination des gens, donc ça moi pour ça j'en suis très content. Et surtout ça démontre, alors là je vais me jeter des fleurs, mais ça démontre la force du concept. Parce qu'en fait, voilà, je pense qu'on a réussi à trouver des règles dans cet univers qui sont hyper claires, hyper identifiées, et que du coup tout le monde arrive à se les approprier pour en faire ce qu'il veut. Donc c'est que quelque part on n'a pas si mal bossé que ça, donc je suis assez content. D'accord, et ma deuxième question c'est par rapport à votre plateforme que vous allez ouvrir en septembre. Pour les auteurs que vous allez essayer de recruter, ça se passe comment en fait? On recrutera personne, c'est-à-dire que vous venez si vous voulez, okay. Et tout le monde, on ne sera pas éditeur. D'accord. Ce sera un petit peu, ce qu'on veut faire en fait, c'est le Netflix ou le YouTube de la bande dessinée. Ok, d'accord. Donc en fait, n'importe qui peut venir, mettre en ligne ses bandes dessinées, et c'est gratuit. Voilà. On veut juste essayer de faire en sorte que tous les auteurs du monde se regroupent à un même endroit pour que les lecteurs des uns bénéficient aux autres et que ça nous donne plus de force à nous tous en tant qu'artistes dans les négociations, quand on va négocier avec des éditeurs ou des trucs comme ça. Donc j'espère que ça va être j'espère que ça sera un vrai bouleversement pour les artistes et dans le monde de l'édition en particulier. D'accord, c'est un super projet, merci beaucoup. Merci. Il ne reste plus beaucoup de temps, non, c'est fou. Une dernière question. Ah, mais attends, on va faire passer. Venez, on va faire passer les priorités aux enfants. Je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi le nom Miraculous. Alors ça, c'est assez simple. Tu sais, en comics, en fait, c'est une convention dans les comics. Devant le nom du super-héros, il y a toujours un adjectif. Donc aux États-Unis, c'est par exemple Amazing Spider-Man ou Invisible Iron Man. Donc voilà, c'est toujours l'invincible Iron Man, l'incroyable Hulk ou des trucs comme ça. Et donc comme moi je faisais référence à tous ces univers de comics, il fallait que je trouve quelque chose à mettre devant Ladybug. Donc c'est pour ça, comme elle a le pouvoir de la chance, qui est un truc absolument incroyable et où à chaque fois c'est des petits miracles qui arrivent, donc c'est pour ça que j'ai pensé à Miraculous, qui veut dire miraculeux en anglais. Donc c'est devenu Miraculous Ladybug, la miraculeuse coccinelle. Voilà. Désolé, voilà, on va finir. Merci à tous. Puis, bonne fin de convention et on se retrouve très vite. Merci de nous suivre.